On revient donc sur le sujet du Ghana, donc l'affaire de ce député chassé par ses élus pour promesses non tenues. Yohannes Dimas touchait quand même un point important, c'est que le député, c'est avant tout un lobbyiste. Il a été élu par une population. Si je sais que chez moi, par exemple, on a des problèmes d'eau, avec mon titre de député, je peux faire le lobbying, même pas seulement auprès du gouvernement, mais d'un certain nombre d'associations internationales pour faire venir l'eau chez moi. Je crois que ça fait aussi partie des missions fondamentales et régaliennes du député. C'est que même au Togo, il y a des députés qui arrivent à le faire. Ils font venir les partenaires, les ONG, tout ça, qui arrivent à réaliser des projets de développement dans leur circonscription électorale. Mais il y a un aspect important que le député chassé a relevé là-bas. Et il disait que les jeunes n'ont aucune qualification. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour donner ces qualifications à ces jeunes? Il a fait quoi, le député? Oui, justement, ce que j'aimerais relever, c'est que, vous voyez, on fait les promesses, mais toutefois, ceux qui seront à même de travailler, ils n'ont aucun niveau. Peut-être que le député là, également vice-ministre en plus, il est vice-ministre. Exactement, de la pêche, aurait quand même voulu à un moment donné donner de l'emploi comme il avait promis à ces jeunes-là. Mais il se rend compte, malheureusement, que la plupart n'ont pas de qualification. Il n'a jamais voulu. On dit que le monsieur n'est venu qu'une seule fois. Et tu dis qu'il a la volonté de faire quelque chose. Non, nous devons savoir que le député ou l'homme de l'exécutif nommé par le président de la République ou sur proposition du Premier ministre ou tout ça là, mais c'est des icônes de leur localité. C'est des gens qui doivent quand même être des sources de revenus pour ces localités-là. Alors, ils doivent tout faire pour être plus proches des besoins de ces localités-là. Et c'est comme ça, c'est ce qui doit se passer. Je me rappelle, et David en parlait tout à l'heure, ce qui s'est passé au Gabon. Omar Bongo, père son âme, était dans une province et on le smatchait tellement avec des questions puisqu'il a laissé le micro pour qu'on vienne demander tout ce qu'ils veulent. Alors, ils sont venus, mais après tout, Bongo leur a dit, mais pourquoi j'ai nommé votre fils de tel milieu? Je l'ai nommé pour cela. Et je pense que quelque part au Togo aussi, ça s'était passé aussi comme ça. Donc, ça veut dire que les gens sont nommés. Pourquoi est-ce que les nominations où les choix des députés là se font par respect de la géostratégie? C'est pour que ces icônes puissent être des sources de revenus pour leur milieu. Et donc quand ce n'est pas comme ça, à la fin, je vois que ce n'est pas tout à fait bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire le comportement, mais c'est une expression de ras-le-bol. Ils sont dépassés. Et alors, pour montrer à ce député que, écoutez, nous ne sommes pas simplement un bétail électoral, ben, il faut le chasser. Et comme je le disais, c'est partout. Hein. Et très bientôt, nous, on va rentrer dans l'organisation des prochaines législatives. Je vous dis, il y a des députés qui sont attendus de pied ferme par la population. On les attend parce que c'est le moment où les comptes vont être réglés. Puisque depuis leur élection, rien n'a été fait. Et donc, la population qui est la couche qui décide de l'élection d'un député a compris que ces députés élus se sont moqués d'eux. Puisqu'au final, ils n'ont rien vu. Et ce député ghanéen, moi, je pense qu'il a doublement péché. Il est député, il est encore vice-ministre. Et je pense quand même que dans son village, si c'est vrai ce que nos confrères ont relayé, ça veut dire que ce député, il faut le gommer de la liste aux prochaines élections. Mais là, je pense aussi qu'il va falloir, comme Dimas l'a relevé, qu'on informe au moment de leur élection, bien de leur nomination, qu'on rappelle véritablement au fils du milieu ou d'une localité qui a été nommée, par exemple, au Togo, on a un gouvernement, on a plusieurs ministres, qu'on arrive, peut-être que le chef de l'État, arrive à leur inculquer, à leur dire que on ne vous a pas nommé fortuitement, on a respecté un certain nombre de géostratégies, donc de la localité ou bien du milieu de la région dont vous êtes issu, vous devrez tout faire pour faire développer et prospérer. On leur dit ça. On leur dit ça depuis longtemps. Il y a des séminaires gouvernementaux, surtout que Fora a initié, le président Fora a initié
ces derniers temps. Vous pensez que c'est pour discuter de quoi? C'est pour discuter de tout ça. Mais malheureusement, sur le terrain, il n'y a rien. Oui, malheureusement, ils ne font pas. Bon, certains. Oui, on voit des députés comme Mounatou qui a pris ses propres sous pour faire comment on appelle? Des forages. Des forages. Pour faire des forages. La députée Sewa de Tchévier, qui fait un travail formidable. Malgré malgré son âge avancé, je pense qu'elle est la doyenne qui fait un travail formidable et qui investit avec ses propres sous. C'est ça. Tu vois, il y a certains qui font. Et vous savez, actuellement, le débat là se pose surtout dans UNI. Ils sont en train de faire le bilan pour dire, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta localité? Réponds sérieusement. De façon à ce qu'on n'aille pas pour avoir un échec. Hein. Donc ça se passe actuellement. Il paraît qu'il y a des députés même qui ont bouffé les sous qu'on leur a remis d'aller confectionner des bancs pour des élèves. Alors ils ont chaud maintenant pour leurs conditions. Et donc le problème là doit se poser véritablement. Et on doit respecter cela. La population est à respecter. Ne pensez pas que des gens sont là, sont des bêtes, vous allez venir faire des promesses que vous ne pouvez pas réussir. Non, mais ces promesses, la plupart, s'ils ont mis un peu de volonté, ils peuvent les réaliser. Ils peuvent les réaliser. Mais ils ne font même rien pour pouvoir tromper un peu la population. Du moins construire au moins une bibliothèque là-bas. Et essayez de demander à des établissements en France et autres, on va vous envoyer vous pouvez montrer ça, au moins une seule réalisation. Je me rappelle quand on était au lycée de Tchévier, il y avait, je pense que c'est la dernière élection législative, les dernières élections législatives de l'aide de Yadema, ou bien juste avant les troubles. C'est ce qu'il y avait eu des législatives là qui s'étaient passées. Mais écoutez, on avait mis simplement une pylône de Togo Télécom. Là-bas, juste à côté du marché de Tchévier là-bas. Les 3 députés en campagne nous ont montré des papiers que c'est eux qui ont réalisé ça. Sans blague. C'est que on était en pleine campagne et Jeune a pris le micro et a posé la question, mais dites-nous sincèrement, lequel, c'est au 3e candidat, quoi. Lequel de vous a causé ça? Parce que tous les députés qui passent par ici, là, nous montrent les mêmes papiers. Ça fait rire un peu, mais il faut savoir que c'est un problème qui se pose avec acuité dans nos localités. Celui qui est nommé n'est pas nommé pour lui, pour lui et lui seul. Il est nommé, pour lui, par ses compétences, mais il vient quand même d'un milieu. Et il a l'obligation d'être avec juste ce qu'il gagne ne le suffit pas. Non, peut-être ne parle pas comme ça. Oui, c'est ça. Parce que le monsieur peut-être a galéré pendant des années. Oui, c'est ça. Parce que quand vous échangez avec les gens... Non, ne raisonnez pas comme ça. Galérer depuis des années après. Non, Dimanche, laisse-moi, je vais quand même exprimer. C'est-à-dire tout le monde va galérer avec toi. Le monsieur dit, mais les gens peuvent venir galère à toi. J'ai galéré pendant plusieurs années. Maintenant, Dieu a tout fait pour que je sois élu. Il faut que quand même j'arrive. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est des gens qui t'ont élu après. Oui, mais pourquoi tu as galéré? Je pense que la réalité, quand vous échangez avec ce monde, c'est ça la psychologie. Maintenant, nous, étant des journalistes, on veut dire, ok, d'accord, si vous êtes élu dans une localité, rappelez-vous de votre localité. Ça pose le problème de permanence des députés, c'est-à-dire avoir un siège, une permanence pour une fois le mois, passer 3 jours, 4 jours dans le milieu. Combien de députés au Togo ont un siège? Non, il n'en a pas. Quand vous allez, certains, même quand vous allez chez eux, ils squattent chez des voisins, chez des cousins. Non, franchement, moi j'en ai vu chez moi, dans mon village, j'ai vu un député qui n'a pas de maison.
Il est élu, ça fait 5 ans, mais il n'a pas de maison. Peut-être il va avoir une maison à Lomé. Non, il a une très belle maison à Lomé. Mais quand il vient au village, c'est de petits projets, les galas de foot, sensibilisation, marché propre, etc. Pour entretenir l'électorat. C'est ça ce qu'il propose. Donc ça pose un réel problème. Quand c'est député, normalement, moi j'estime que chaque candidat qui se présente à l'élection législative doit présenter des garanties. Et parmi ces garanties, il doit avoir un siège. Il doit d'abord accepter de faire des problèmes de sa localité, ses problèmes, et ne pas penser à s'enrichir personnellement. Mais quand ça ne se passe pas comme ça, que vous élisez un député, ça rejoint un peu ce que Akoli dit. Le monsieur, il va vouloir s'enrichir parce qu'il estime avoir dépensé ou avoir traversé une période de pauvreté assez avancée. On l'élit député, il est à 1 million, 1,5 million. 1,2 million. Avec les avantages, les bons de carburant, les frais de mission et tout le reste qui suit, va se dire, ben, je vais d'abord mettre de côté pour moi avant de penser. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les députés sur nos territoires, les députés dans nos régions se sont fait éclipser carrément, si nous prenons le cas du Togo, par les préfets. Les préfets sont plus omniprésents dans leur localité et les députés s'effacent. S'il y a un problème, même tu vas chercher le député fatigué. Tu ne vas même pas le trouver. Alors que le préfet, lui, vient, il fait sa loi, il fait sa pagaille et quitte surtout le préfet togolais. Je respecte certains, mais d'autres, c'est des calamités. On dit le député, il est élu pour la nation. Donc, autrement dit, il est à l'Assemblée nationale pour légiférer. Tu dois légiférer sur la base des problèmes que vous avez dans vos localités. Mais si vous n'en avez pas, si vous ne vous rendez pas là-bas, comment vous pouvez... Moi, je me rappelle, il y a un parlement local en Afrique du Sud où il y a un seul blanc dans ce parlement, mais il fait voter des lois pour sa communauté. Parce que les propositions de loi qu'il fait, il fait avancer, il fait voter par l'Assemblée. Ces propositions de loi, il le fait en prenant l'opinion à témoin. Et on voit la nécessité de ces lois-là. Et on est obligé de l'accompagner dedans. Vous voyez, non. On va changer de sujet. On aborde maintenant le second sujet, c'est le Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a promis samedi de nouvelles dispositions sécuritaires pour éradiquer le fléau des opérations djihadistes après une série d'attaques dans l'est du pays qui a fait une vingtaine de morts en un mois. Il est important que nous reprenions l'initiative sur l'Est. Sans entrer dans les détails des opérations que nous mènerons, je voudrais rassurer sur le fait que des dispositions seront prises pour non seulement éradiquer ce fléau, mais également neutraliser définitivement ceux qui, tous les jours, contribuent à tuer les Burkinabés. C'est le président Kaboré qui l'a dit. Yohannes, j'ai envie de vous demander, mais la promesse que fait Kaboré d'éradiquer les djihadistes, son homologue nigérian a fait plus que lui, mais Boko Haram est toujours là. Franchement, moi je ne crois pas à tout ce qu'il dit là. Je me suis posé la question de savoir de quels moyens dispose vraiment le président. Ou bien sur quoi il s'est exprimé quand même au sortir d'une réunion du Conseil supérieur de la défense. Oui, je n'en disconviens pas. Éradiquer les djihadistes. Bon, vraiment, c'est comme on dirait, ce sera le wait and see. Mais toutefois, si nous revenons un peu à la question d'instabilité, c'est un problème qui n'est pas propre au Burkina seul, mais qui quand même touche toute la sous-région, pourquoi pas toute l'Afrique. Et que je crois que sur plusieurs fois on revient sur le discours même, les discours du chef de l'État du Togo, M. Fagne Singbe, il a plusieurs fois dit et rappelé qu'il faut vraiment avoir des cadres intégrés pour pouvoir trouver une solution régionale ou africaine à ces problèmes-là, à ce défi que les djihadistes là sont en train de leur lancer. Donc maintenant... Oui, mais peut-être c'est bien beau de le dire dans le discours, mais vous voyez, on a un G5 Sahel lancé, mais qui peine à être opérationnel. Ils n'ont pas assez de moyens. Ils attendent toujours que la France et l'Occident puissent quand même envoyer les moyens. Je sais que Dimas peut-être dira tout à l'heure que bon voilà, ces gens-là n'enverront des moyens à la seule condition quand ils voient leurs intérêts. S'ils n'ont pas leurs intérêts dans
les zones encadrées, je ne crois pas qu'ils le feront. Donc, c'est dire que le président Kaboré, quand même, a parlé comme un chef de guerre. J'espère qu'il a les armes suffisantes pour pouvoir éradiquer, comme il a dit, on verra quand même dans les mois et jours à venir de quoi il sera capable. Mais toutefois, je crois que quand même, il est quand même allé. C'est bien en tant que discours du président, mais toutefois, on reste assez dubitatif sur ce qu'il pourra quand même faire pour pouvoir contrer cette avancée djihadiste. David, quand le président Kaboré s'exprime de cette façon, est-ce qu'il n'oublie pas que la guerre contre les djihadistes est une guerre asymétrique? Il n'y a pas un adversaire connu contre qui on va se battre. Je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde qui ait réussi à véritablement éradiquer le terrorisme sur son sol. La France, l'Allemagne, ils ont essayé. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, ces grandes puissances ont essayé. Mais ils se sont arrêtés à un niveau parce qu'en face, il n'y avait pas un adversaire visible. Voilà. C'est-à-dire que vous quittez chez vous, vous allez au boulot, et d'un coup, quelqu'un sort de nulle part à bord d'une voiture et commet un attentat. Voilà. Après, ces organisations réclament, etc. Donc, c'est une guerre assez difficile à combattre. Néanmoins, je pense quand même que l'Afrique aujourd'hui c'est l'une des rares fois où l'Afrique, en tout cas l'Afrique subsaharienne, fait face au terrorisme. Il y a de cela 20, 30, 40 ans, on ne connaissait pas le terrorisme. Mais aujourd'hui, beaucoup de failles ont été créées, et donc ça a fait que les terroristes sont venus installer leurs bases et leurs quartiers généraux dans des zones qu'ils occupent et qu'ils dirigent. Le Mali, par exemple, aujourd'hui est divisé en deux. Le nord du Nigeria, c'est quasi impossible d'y vivre. Le Cameroun un peu au nord, etc. Le Tchad et tous ces pays font face à ce fléau qui véritablement crée des problèmes, plus de problèmes que de solutions. Alors aujourd'hui, que des chefs d'État se lèvent pour dire qu'ils sont prêts à combattre, je pense qu'on n'est pas à l'heure de discours. Puisqu'il y a 4 ou 5 années, le président nigérien Buhari avait fait de sa campagne, de sa campagne cette promesse de combattre et d'en finir. Avec beaucoup à c'est comme lui, il a pris le drapeau de la CEDEAO, il a disparu avec. Donc, aujourd'hui, le terrorisme inquiète beaucoup, et donc cette guerre qui mobilise d'abord les ressources financières assez puissantes, les ressources militaires, les ressources humaines. Ce n'est pas facile de combattre ce fléau. Néanmoins, il y a quand même des espoirs qui peuvent naître, parce qu'aujourd'hui, si ces terroristes arrivent à poser des actes qui créent des dommages, enfin, des dégâts, des morts, etc., ça veut dire qu'ils ont peut-être en face un pouvoir qui n'a pas la mesure de sa politique. Alors aujourd'hui, que le président Kaboré dit qu'il est prêt à éradiquer les attaques, il a parlé d'attaques djihadistes. Donc je pense quand même que déjà, depuis son arrivée au pouvoir, le Burkina a été victime de plusieurs attaques. La dernière avait encore fait des morts. Et donc, il est temps que ce président aussi comprenne que le peuple burkinabé a besoin d'être sécurisé et qu'il monte au front. Je crois qu'il y a en un mois, il y a eu plus de 20 morts. Mais dimanche, l'ancien président américain Barack Obama dit qu'avec le terrorisme, ce qu'il y a à craindre aujourd'hui, c'est le loup solitaire. C'est-à-dire, on n'a pas un chef, on n'a plus une organisation, mais on a des individus éparses qui mènent des actions qui sont revendiquées, parfois par des organisations extraterritoriales. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout à ce que Obama dit. Le terrorisme, c'est un instrument entre la main de ces puissances-là. Il les déplace, il les utilise, il instrumentalise des individus et qu'ils font poser des actes que eux autres veulent qu'ils posent. Le terrorisme a deux têtes. Il y a des rebelles au sein de ces groupes-là qui ont été utilisés pendant longtemps par ces puissances et qui ont été délaissés. Alors, ils se retournent un peu contre eux. Si nous prenons le cas parlant de Ben Laden, qui a été pendant longtemps un instrument de la CIA et qui finalement a été délaissé, mais qui s'est retourné contre eux. Et donc, quand ça se passe en Occident, il faut savoir qu'il y a deux choses là-bas. La première chose, c'est l'amertume des gens qui ont été opprimés pendant des années.
et qui n'ont plus d'autre expression que la violence, des gens qui ne voient plus leur vie plus chère que ce qu'ils sont en train de vivre déjà, alors la perdre, ça ne leur dit absolument rien. Alors on les utilise pour ça. De deux, les gens sont vraiment fatigués. Alors c'est de grands instruments qui étaient entre leurs mains. On les a utilisés. À un moment donné, eux aussi se retournent contre eux. Sinon, on ne peut pas nous dire qu'en plein centre de Paris, les gens sont venus tuer nos confrères journalistes pendant des minutes. Ils sont restés devant et ils sont partis. On a tué personne. On n'a pas pu venir à bout de cette attaque. Ce n'est pas possible. Et l'autre qui est venu, il a tué, il est passé dans les stations, il a appelé, il a fait des choses, il n'a même pas coupé le téléphone. Hein, et on est parti là-bas, au lieu de l'arrêter, on a tout fait pour le tuer. Celui qui était encerclé près de Toulouse, on aurait pu l'arrêter. Parce que la personne ne savait que vous allez venir vers lui. Vous êtes venu, vous vous entourez de lui, on s'était entouré de... Et puis c'est quel groupe? Des groupes d'élite qui ont fait des études vraiment pointues en matière d'attaque. Et ils sont venus, ils ont encerclé le monsieur et finalement ont pris un microphone, un mégaphone pour annoncer que nous sommes autour de toi. Allez, viens. Le monsieur a dit, attendez, moi je vais venir. Effectivement, ils attendaient. Il a pris tout le temps de détruire tout ce qu'il a comme laptop et tout ça, là, son ordinateur. Et après, on saute, maintenant on le tue. Alors, un monsieur qui ne savait pas qu'on devait l'arrêter. Hein. Prenons le cas de l'Afrique, un peu, quand nous revenons. En Afrique, on sait que c'est des points, des zones de turbulence créées un peu partout pour s'entourer de nos richesses, pour se procurer. Non, mais c'est tout. Prenez le cas, ce qui s'est passé au Mali, à Bamako, avec l'hôtel Radisson, ce qui s'est passé là-bas. Mais écoutez, quelque temps, juste quelques minutes après l'attaque, on a vu des drones américains et français en haut et qui dirigeaient les militaires maliens qui étaient au sol pour pouvoir les abattre. Et ces drones-là étaient où? Quand les terroristes se préparaient et faisaient de l'entraînement jusqu'à venir, ces drones-là les surveillaient. J'aimerais terminer, sinon j'allais couper le fil de mon idée. Je vous assure, si vous allez, si vous faites au moins 2-3 fois, j'ai fait des escales à Agadez, j'ai fait des escales à Tamarasset, en Algérie, au sud de l'Algérie, tout ça là. Vous allez voir des drones américains et français qui circulent la zone là, des ordres là. La zone où on dit qu'il y a des terroristes partout là. Mais on les sécurité. Les armes que ces terroristes utilisent. Voilà. Ça vient d'où? Qui leur procure ces armes? Écoutez, quand le Tchad naïvement fonçait sur les gars de Boko Haram, mais ils étaient arrivés à un village proche du Cameroun où les militaires tchadiens étaient pratiquement, voulaient simplement avec leur char qui était déjà positionné au Cameroun, traverser la frontière, rentrer sur le territoire nigérian et arrêter Chekao. Mais les autorités nigériennes n'ont dit pas de question. Vous ne le touchez pas. Et Chekao est parti encore. Du territoire. Mais il faut aussi comprendre il faut préciser aussi que je ne veux pas m'opposer à la parole, mais j'aimerais dire ceci, j'allais oublier. Mais vous vous rappelez quand Blaise Compaoré était au pouvoir, voilà. Tous les dirigeants de ces groupes terroristes-là, Atbi, Moudjao, Ansardine et tout ça là, ils viennent chaque fois au Kossiam. Voilà. Au palais de Kossiam, ils discutent, ils font tout, et puis on les amène ça. Ils retournent là-bas. Au temps de Blaise, il n'y avait pas tout ça. Non, mais non. Et maintenant, on dit que non, mais c'est un instrument. Au temps de Blaise, il n'y avait pas tout ça. Il faut chercher à savoir pourquoi il n'y avait pas ça. Donc tu es d'accord avec nous maintenant que... C'est après son départ qu'il y a eu ça. Non, moi je voulais relever un peu le côté surprise des terroristes, c'est-à-dire c'est une technique qu'ils utilisent pour surprendre l'adversaire. Et donc ils ont cette expertise, ils frappent au moment où vous vous attendez le moins. Mais ils sont qui? Donc ils viennent d'où? Même qui les utilisent? Mais ça c'est des stratégies de guerre, c'est des stratégies. Ils ont des stratégies. Ce que dit David, c'est que quand vous avez le jeune homme qui se balade avec un sac à dos,
le drone ne peut pas Ça, savoir qu'il y a comment on dit ça? dans le sac à dos. Comment on appelle ça modus operandi? La façon dont ils peuvent opérer. Voilà. C'est différent. On leur apprend ça. Qui leur apprend ça? Mais je vous donne l'exemple des deux tours. Des deux tours américains. World Center. Est-ce que vous savez que il y a 5000 juifs qui travaillent, du moins qui travaillaient dans les deux tours. Est-ce que vous savez que pas un seul juif n'était venu au boulot le jour-là? Pas un seul. Johannes, peut-être on finit avec vous. Il y a quelques semaines, le président nigérien, Mamadou Issifou, a dit que le terrorisme se nourrit aussi de la pauvreté. Oui. Alors, quand on veut éradiquer le moyen militaire, c'est bien, mais il faut aussi penser à donner aux jeunes le moyen de ne pas être sensibles à ces discours-là. Oui, et je partage quand même aussi cette position parce que les gens sont dans la pauvreté, et ils sont frustrés, ils n'ont plus d'horizon, donc facilement manipulables et manipulables par ces groupes-là qui sont prêts à les recruter. Je suis très bien avancé sur la position de Dimas, mais disons vraiment la grosse vérité. Je me suis toujours posé la question: où ces groupes trouvent-ils des armes? Mais ils les achètent chez les quand je vois un certain chez K.O. avec des armes, des armes lourdes, des chars, je sais que tu as cette arme. Oui, mais ils les achètent dans les trafics, dans les avec la communication satellitaire, bien organisée. d'accord, bien organisée. On se demande où trouve-t-il tout cet argent? C'est là que je rejoins Dimas. Communication satellitaire. Il y a vraiment des mémoires. Il y a un complot quelque part. On va marquer la pause et puis on revient après le journal. On va évoquer l'Angola après. Dimas. Ah bon? Donc, il y a les mêmes.